Bonjour à tous. Alors, déjà, merci au comité d'avoir accepté de présenter mon travail qui a été fait dans le cadre de mon mémoire de dysmorphologie coordonné par l'Université de Rennes. Donc moi, je m'appelle Audrey Monnier, je suis interne en génétique en première année au CHU de Bordeaux et je vais vous présenter notre travail sur le syndrome d'Oakline, sa caractérisation phénotypique à partir d'une cohorte française. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le syndrome d'Oakline? Le syndrome d'Oakline, c'est une anomalie du développement de transmission autosomique dominante qui se caractérise principalement par une hypotonie de sévérité variable, une déficience intellectuelle, des critères faciaux caractéristiques qu'on décrira par la suite, et des malformations polymorphes qui peuvent toucher de nombreuses sphères, que ce soit cérébrale, cardiaque, osseuse, génito-urinaire, on va décrire ça tout à l'heure. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est un syndrome de découverte récente, parce qu'il a été décrit la première fois en 2015. Le syndrome d'Oakline, c'est une chromatinopathie dont son principal diagnostic différentiel est le syndrome de Kabuki. Et pour les différencier cliniquement, on a la présence de certains signes cliniques comme une métopique saillante et une craniosténose. D'un point de vue moléculaire, le syndrome d'Oakline est lié à des variants pathogènes sur le gène HNR-NPK situé sur le chromosome 9. Et la protéine HNR-NPK est une protéine multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle important dans l'état de condensation de la chromatine, elle joue un rôle dans la régulation traductionnelle, et aussi elle a une expression tissulaire qui est assez ubiquitaire, et tout ça va expliquer la pluralité des symptômes décrits dans ce syndrome. Donc, pour résumer un petit peu la clinique du syndrome d'Oakline, j'avais fait un schéma pour un peu plus représentatif. Donc, je ne vais pas tout lire parce que le temps est parti, sinon ne me permettra pas de tout faire. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'atteinte est très très vaste et qu'il y a une dysmorphie qui est quand même assez caractéristique dans ce syndrome qui permet de reconnaître les patients de manière clinique. Donc, les critères faciaux se caractérisent par un faciès long, une exophthalmie chez certains patients. Les fentes palpébrales sont longues avec une racine du nez large. Les ailes nasales sont hypoplasiques et la plupart du temps, on a une bouche au coin tombant. Donc, à droite de la diapositive, c'est le patient qu'on a eu à Bordeaux à 5 puis 16 ans pour voir un peu l'évolution phénotypique au niveau des critères faciaux qu'il présentait. Et en dessous, c'était pour montrer l'hyperlaxité qui peut être très très sévère. Donc, pourquoi on a fait une cohorte? Ça peut être la question. Alors, tout d'abord, le syndrome étant de découverte récente, il n'y a que très peu de cas recensés. Tous ces cas recensés ont été décrits dans le travail de Choufani en 2022. Et ce travail décrivait un peu... décrivait le phénotype des patients, mais il n'y avait pas vraiment de recommandation de prise en charge. Aussi, il faut se remettre dans le contexte. En 2015, on avait certaines limites du séquençage et la présence de nombreux VIC initialement au sein du gène a posé problème et on devait avoir des critères cliniques fiables pour décrire ce syndrome et faire des diagnostics fiables. Cependant, on a remarqué qu'entre 2015 et 2022 et encore par la suite, les patients, certains, présentaient des atypies phénotypiques et ces atypies phénotypiques pouvaient mener à de longues errances diagnostiques et des retards de diagnostic. Donc il fallait essayer d'élucider ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à collaboration via la filière Andirare en mars 2024. Et on a recruté 16 patients issus de 10 CHU français qu'on a comparés aux 32 patients décrits dans la littérature. Donc ici, c'était juste pour illustrer de manière un peu schématique tous les variants qu'on a rapportés au sein de la cohorte. Donc sur les 16 patients, on a rapporté 11 variants, la majorité sont des missense. Et sinon, on avait 2 délétions et 3 variants introniques qui ont pu être trouvés grâce au génome. En dessous, des photographies des patients qui ont été inclus dans cette étude et pour lesquels on retrouve les signes cliniques faciaux décrits précédemment. Donc, au niveau des résultats, dans la comparaison de ces phénotypes,
de notre cohorte versus celle de la littérature, on retrouve des concordances. La concordance, elle se fait sur le niveau du développement, c'est-à-dire que dans tous les cas, on trouvait un retard de développement, une déficience intellectuelle, qui tous les deux étaient très variables, mais globalement sévères. Les atteintes neurologiques étaient présentes vraiment pile poil 50-50 dans les deux cas. L'hypotonie était également présente et on retrouve de manière aussi fréquente les critères faciaux qu'on a décrits tout à l'heure et les atteintes génito-urinaires. Cependant, il y a aussi des petites discordances, comme vous pouvez voir dans les encadrés rouges. Moi, je vais surtout m'attarder rapidement à titre de commentaire sur la dysautonomie dans notre patiente. Dans notre cohorte, pardon, on a beaucoup plus de patients avec de dysautonomie. Donc ça, c'est plutôt une donnée à prendre avec des pincettes, on va dire. Oula, ça tombera pas plus bas. Les patients plus dysautonomiques dans notre cohorte, mais c'est une donnée à prendre avec des pincettes puisque on n'avait pas beaucoup de patients qui ont été rapportés dysautonomes. Donc ça peut jouer dans cette discordance. Et aussi, certains patients ont été rapportés comme ayant une atteinte dysautonomique, mais pour lesquels on n'a pas fait d'évaluation sur l'atteinte thyroïdienne, on n'a pas fait d'évaluation s'il y avait une atteinte vasculaire ou cardiaque, et ça peut faire des atteintes dysautonomes-like. Aussi, on a des discordances sur l'appareil ostéo-articulaire. Dans notre cohorte, on avait moins de fossettes sacrées, moins de dysplasie de hanche, pas du tout de polydactylie. Et par contre, on avait beaucoup plus d'hyperlaxité. Là, on n'a pas forcément d'explication sur cette discordance. Et enfin, dans notre cohorte, on avait beaucoup moins de cas avec de malocclusion au niveau du palais. Mais ça, on peut peut-être l'expliquer sur les prises en charge orthodontiques qui se font de plus en plus de manière précoce chez les enfants aujourd'hui. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est que dans notre cohorte, on a trouvé, comme énoncé dans les problématiques de tout à l'heure, des manifestations atypiques. Donc, pour commencer, du côté neurologique, ce qu'il faut savoir, c'est que les atteintes cérébrales décrites dans le syndrome d'Oakline ont toujours été décrites comme extrêmement variables, mais on décrit surtout des retards de myélinisation et des anomalies du corps calleux. Nous, dans notre cohorte, on a trouvé de nouvelles atteintes, si on peut dire, sur l'appareil cérébral, notamment les hétérotopies nodulaires périventriculaires qui n'avaient été décrites qu'une seule fois en 2016. Et sinon, on trouvait des atrophies verniennes, tout est décrit sur le schéma. Également, d'un point de vue oculaire, on a rapporté chez 2 de nos patients un colobome choriorétinien bilatéral. Et là, c'est particulièrement intéressant puisque ça n'avait jamais été décrit dans le syndrome d'Oakline. Mais par contre, leur incidence avait été décrite comme augmentée dans le syndrome de Kabuki. Également, on retrouvait dans notre cohorte, chez certains patients, des caries multiples. Donc, est-ce que ça a un lien avec le syndrome ou pas? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a une susceptibilité aux infections qui peut jouer. Il peut y avoir une fragilité de l'émail dentaire. Sur l'appareil digestif, du côté viscéral, il faut savoir que dans le syndrome d'Oakline, on décrit surtout des atteintes au niveau du transit et un seul cas de malformation avait été décrit en 2018 qui rapportait une atrésie anale et nous on avait trouvé d'autres atteintes comme la présence d'hernie ou la présence d'un mésentère commun incomplet. D'un point de vue immunitaire, là c'est particulièrement intéressant puisqu'en dehors de l'hypothyroïdie, on n'avait jamais décrit de choses particulières. Et nous, dans notre cohorte, on a vu qu'il y avait quand même un bon nombre de patients qui présentaient des susceptibilités aux infections. Et on a également eu des cas de purpura. Donc aussi des nouvelles choses d'un point de vue ostéo-articulaire qui sont décrites. Et enfin, d'un point de vue dermatologique, là aussi c'était très intéressant puisque en dehors de rougeurs inhabituelles, rien n'avait été rapporté dans ce syndrome, alors que nous, dans notre cohorte, on a trouvé de nombreuses atteintes, comme les taches café au lait. Donc les taches café au lait, c'est quand même à considérer, puisqu'elles sont présentes dans le syndrome de Kabuki. Les rougeurs aussi un peu décrites comme inhabituelles et qui pourraient peut-être faire sous-tendre une atteinte inflammatoire ou une atteinte de tonicité vasculaire, et également d'autres atteintes
qui sont décrites sur le schéma. Et je m'attarderai un tout petit coup sur les plis cutanés atypiques qui avaient une localisation un petit peu bizarre, on va dire, et qui pouvaient faire sous-tendre une lipodystrophie. Et là également, c'est intéressant puisque la lipodystrophie, les anomalies de la répartition des graisses ont de nombreuses étiologies, que ce soit immunitaire, que ce soit inflammatoire, acquis, et que s'intéresser sur la physiopathologie de cette anomalie de répartition des graisses pourrait aussi également aider dans la classification de ce syndrome et la comparaison à ces diagnostics différentiels. Enfin, pour terminer, nous avons comparé dans notre cohorte les variants versus le phénotype que présentaient les patients. Donc là, on a juste comparé les faux sens versus les introniques. On n'a pas parlé des délétions. Là, c'était plus par choix personnel de comparaison et aussi puisque les délétions n'étaient pas trop rapportées également dans Choufani. Ce qu'il faut globalement retenir, c'est que les patients qui présentaient des variants introniques étaient globalement beaucoup plus sévères, à peu près sur tous les points. Les deux seuls points pour lesquels ce n'était un peu moins le cas et que c'était plus en faveur des variants faux sens, c'est l'atteinte neurologique avec les anomalies à l'IRM cérébral et l'atteinte digestive. Donc globalement, variant intronique égale atteinte plus sévère. Donc, pour terminer, notre petite cohorte nous a permis de voir que nos données sont globalement concordantes avec les données de la littérature, mais qu'on trouve certains signes atypiques qui permettent d'élargir le spectre phénotypique du syndrome d'Oakline. Et donc, cela pourrait nous aider pour les futurs diagnostics à venir. On avait quelques limites dans cette cohorte. Tout d'abord, sur le versant évaluation du trouble du neurodéveloppement, c'était assez compliqué puisque les échelles de WISC n'étaient pas toujours très contributives dans le sens où elles revenaient hétérogènes, où elles n'étaient pas évaluées. Donc, on n'a pas pu le mettre en évidence chez tous nos patients. Ensuite, au niveau de l'appel à collaboration, le questionnaire de notre cohorte était différent de celle envoyée par Choufani. Et du coup, on n'a pas pu comparer tout ce qu'on aurait voulu. Aussi, il y a le versant questionnaire qui a un rôle à jouer, puisqu'un questionnaire est par définition moins contributif qu'un examen clinique complet, très exhaustif. Et également, dans les autres limites, sur nos 16 patients que nous avions dans notre cohorte, 2 étaient déjà décrits dans la cohorte de Choufani en 2022. Après, ça peut être une limite comme pas forcément une limite, dans le sens où ces 2 patients ont été revus dans l'intervalle entre 2022 et la cohorte, et des nouveaux signes avaient été décrits par les cliniciens, donc ça peut aider à compléter le syndrome. Et enfin, nous, dans notre cohorte, on n'avait pas de confirmation du syndrome finalement par la signature épigénétique, confirmation qui, elle, avait été faite du côté de Choufani. Donc j'en ai terminé pour cette présentation. Merci à vous pour votre attention. Je tiens sincèrement à remercier l'équipe de génétique médicale de Bordeaux pour son soutien dans ce projet et le professeur Rorik Tambo, ainsi que tous les centres collaborateurs pour cette cohorte. Merci beaucoup. Donc là, le spectre, le phénotype, il est très large. Et au final, pour suspecter cliniquement, pour avoir une orientation clinique, vous retiendriez quel signe, peut-être un peu, alors, je ne peux pas être spécifique, mais parce que finalement, vous amenez de la diversité encore plus sur le phénotype. Alors déjà, tout ce qui est trouble du neurodéveloppement et déficience intellectuelle, mais ça, il en va de soi. Et sinon, nous, on aurait bien retenu tout ce qui est critères faciaux, puisque vraiment tous les patients qu'on a eu dans la cohorte avaient vraiment ce visage allongé, avec des fentes palpébrales assez fines, le nez, la racine du nez large, et les ailes du nez un petit peu hypoplésiques.